Hello Saidia. Imaginez donc un mix entre Avatar, Saint Seiya et Naruto à ses débuts. C'est exactement à ça que m'a fait penser la planète Taku, l'afro-manga qu'on va voir aujourd'hui, enfin je veux dire le Kemti, et je vais vous expliquer immédiatement pourquoi il faut absolument le lire. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycénien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout l'univers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Et oui, il y a toutes ces inspirations dans cette œuvre, dans la planète Taku. Ce n'était absolument pas pour vous hyper. L'auteur lui-même définit ses inspirations et ils sont très bien retranscrits. Mais avant de vous expliquer tout ça en détail, petit point sur l'histoire. Imaginez des triplés, deux frères et une sœur, qui résident dans un désert avec leur grand-père, comme les Touaregs dans le Sahara. Ils vivaient tranquillement en s'entraînant au combat et à la manipulation de leur don, le kabou, soit la manipulation du sable. Mais un jour, un événement, il faut bien qu'il y ait un élément perturbateur évidemment, une goutte d'eau géante a atterri dans le désert. Alors vous me direz, bonne nouvelle, de l'eau dans le désert. Sauf que non, absolument pas. C'est là que l'aventure commence et ces enfants se rendront bien compte que ce qui est le plus important, ce sont les liens familiaux. Et ce fameux lien familial, difficile à dire, est une thématique extrêmement importante dans tout ce qui est œuvre afro-manga, afro-BD ou encore Kemti. On se rend bien compte que le lignage, les ancêtres, qui est quelque chose d'assez important pour le peuple africain et les afro-descendants, se retranscrit parfaitement dans la plupart des œuvres de descendants d'afro qu'on a aujourd'hui. Nous avons déjà exploré Black Man avec justement une histoire de père et de fils que vous pouvez retrouver juste là. On a aussi exploré The Last Myth où quelque chose me dit qu'il y aura une petite histoire de famille et évidemment Orion dont les capacités magiques sont directement en lien avec les ancêtres. Alors oui, on peut retrouver ces thématiques dans d'autres œuvres, mais j'ai l'impression que dans les œuvres afro-descendantes, il y a un trait, une ligne commune, un pattern comme on dirait. Bref, les liens familiaux et la famille en elle-même est vraiment la ligne directrice des 3 tomes. Le 4e tome, on en parlera un peu plus tard parce qu'il est un peu spécial. Ensuite, on a évidemment les inspirations qui sont très claires. On a tout d'abord Avatar pour la manipulation des éléments parce que je vous ai dit qu'il manipulait le sable, mais évidemment d'autres personnes vont manipuler d'autres éléments. On a vu notamment l'eau et la glace dans les 3 tomes et il y en a certainement beaucoup d'autres. Donc, même si Avatar n'est pas le seul à se servir de la manipulation des éléments dans son histoire, c'est vrai que les visuels ressemblent quand même vachement à Avatar. De plus, les peuples, comme dans Avatar, qui manipulent un certain élément, sont extrêmement liés à cet élément. Tout leur environnement, toute leur façon de faire est complètement basé sur la manipulation de cet élément. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres œuvres, mais Avatar reste quand même extrêmement présent en filigrane dans l'histoire. Par contre, c'est beaucoup moins complexe la manipulation des éléments que dans Avatar. Avatar, il faut une chorégraphie, il y a vraiment des mouvements, alors que dans ce Kemti, du coup, c'est plus particulier. On va principalement utiliser des sons, on va plus crier les techniques, comme un Naruto justement, que vraiment les manipuler avec des mouvements de corps. L'incantation est plus proche d'un Naruto que d'un Avatar. Et même si on a quelques manipulations de main, on n'est pas non plus sur les sauts de Naruto non plus. Ça reste assez simple. Il faut des incantations plus comme dans une magie. Mais c'est vrai qu'il y a certains mouvements de corps et de main qui peuvent faire penser à du Naruto. D'ailleurs, il y a une grosse vibe Naruto. Surtout, c'est les 3 petits, les 3 triplés qui sont tout le temps en train de s'entraîner, qui sont tout le temps en train de se mesurer les uns aux autres pour pouvoir évoluer. On a aussi une petite vibe comme ça dans les techniques qu'ils développent. C'est très shonen neketsuesque. Oui, j'invente des mots. Dans l'âme, vraiment. Ça m'a fait vraiment penser à Naruto sur les premiers tomes. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce Kemti,
je l'ai déjà dit dans la vidéo où je présentais la planète Taku, ici, il y a le Jokan. Le Jokan qui est un vrai art martial qui a été développé en Guyane par le mix des arts martiaux amérindiens, caribéens, de divers arts martiaux asiatiques et surtout d'arts martiaux typiquement africains. C'est un mélange de tout ça qui donne le Jokan. D'ailleurs, sur la couverture du premier tome, les 3 enfants ont des positions typiquement Jokan. Et c'est ça aussi qui ramène la touche un petit peu Naruto, un petit peu Shinobi, parce que déjà vous voyez qu'il y a un personnage qui est complètement avec des bandages, hein, qui est certainement un albinos, hein, parce qu'on voit sa couleur, et vu qu'ils sont triplés, bah, la différence peut être complètement la présence d'un albinisme, sachant que ces bandages sont sûrement faits pour pouvoir justement protéger sa peau. Donc on a lui qui a une vibe voilà, vachement shinobi. On a le premier qui semble être un peu le grand frère des 3, des triplés, même si on ne peut pas vraiment dire un grand frère, qui est au milieu. Et on a la sœur qui est là à côté. Et il y a vraiment cette vibe autant dans les vêtements que dans les positions. D'ailleurs, en tout début, on arrive direct dans un combat. Et voilà, on arrive sur des techniques très très spécifiques et sur l'élaboration justement, l'utilisation de ce kambu qui est donc cette manipulation du sable pour créer des objets. Donc déjà, franchement, il y a une grosse vibes Naruto, Shinobi avant Shippuden. Les mouvements pètent extrêmement la classe, mais de plus, les Antillais vont pouvoir reconnaître quelques mots. Je vous disais tout à l'heure qu'ils s'entraînaient directement dès les premières pages. Et il y a le chok, la gojette, qui sont donc des appellations du Jokan, mais qui sont surtout utilisées dans la culture antillaise. Un chok, ça veut dire un coup de poing, et une gojette, c'est un coup porté à la gorge. Il y a aussi d'autres coups qui sont spécifiques au Jokan, et du coup, les Antillais vont tout à fait se reconnaître dans ces petites techniques. Ensuite, on a aussi des noms qui sont plus spécifiques et que les Antillais ne vont pas reconnaître. C'est tout simplement parce qu'ils utilisent le langage Lari. Le langage Lari est une langue qui était utilisée par le peuple du Bas-Congo lors de l'Empire du Congo, avec un K. Congo avec un K. D'ailleurs, l'autre peuple qu'on rencontre dans le Kempti, c'est un peuple qui a des techniques à consonance latine. Et c'est là où on va retrouver toute la vibe Senseiya, parce que ce peuple-là est un peuple basé sur les civilisations mycéennes, les civilisations de Grèce, du sud de la Grèce. Et donc du coup, il y a vraiment cette vibe Senseiya avec le sanctuaire, etc., avec les colisées. C'est vraiment hyper intéressant. C'est un mix un peu évidemment avec Rome et la Grèce, mais voilà, ils parlent latin, leur habillement, leur style de combat, même à un moment, il y a une super attaque où on utilise justement un chant latin. C'est trop stylé. D'ailleurs, il y a donc le latin, après il y a certains symboles qui sont faits en grec, mais du coup, on est quand même vachement sur une civilisation mycéenne. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul type d'inspiration. Là, on est vraiment sur une inspiration de peuples du monde, quoi, mais dans un univers fictif. Voilà, donc là, on a vraiment les vibes, on a vraiment l'attitude, on a vraiment ce qui se passe, l'histoire, voilà, c'est vraiment très très intéressant. On va suivre ces personnages qui vont... par contre, là, il n'y a pas de problème, hein. Niveau baston, on est dedans. En fait, les 3 tomes, c'est de la baston quasiment. Il y a des retours en arrière pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce dénouement-là, mais... il n'y a pas trop de « ouais, on va faire des trucs ». Non. Là, on est sur la baston directe, on a des grosses techniques dès le début. Tout se passe en fait en quasiment un jour. Les 3 tomes couvrent un jour, un jour d'histoire. Donc, c'est vachement... on est dans l'action directement. C'est vachement condensé, du coup, non. C'est vachement étalé, mais bien étalé. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'actions qui se passent en même temps entre les flashbacks, etc., que les 3 tomes se lisent extrêmement vite. L'histoire est extrêmement bien expliquée et surtout, l'univers est profond. L'univers nous donne vraiment envie d'en connaître plus puisqu'il est basé, comme vous l'avez vu, sur des œuvres fictives extrêmement intéressantes et sur des peuples réels. Bon, alors par contre, on va passer au côté un peu plus négatif. Première chose, ce que j'ai trouvé un peu dérangeant, surtout dans la lecture, c'est cette tendance qu'ont pas mal de BD et de mangas en ce moment de mettre des astérix partout. Voilà. Alors, bon, autant quand c'est des scantrad, etc., où il faut expliquer un petit peu la langue, ok. Mais là, le problème, c'est qu'effectivement, là aussi, il y a une explication de la langue, puisqu'on utilise la langue Lari, mais... je sais pas, pour moi c'est pas non plus trop, ça bousille pas complètement la lecture, mais c'est vrai que j'aurais aimé que certaines choses, parce qu'il y en a franchement c'était pas possible de le faire autrement, mais j'aurais aimé que certaines choses soient plus intradiégétiques. Alors,
pour expliquer intradiégétique, c'est-à-dire que c'est intégré à l'histoire. Par exemple, lorsque vous entendez un son, une musique, mais que le personnage n'a pas fait d'action de mettre des écouteurs ou d'allumer la radio pour entendre cette musique, elle est extra-diégétique, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de l'histoire. Par contre, si le mec il met la musique comme dans par exemple Baby Driver, et qu'on entend la musique, nous, à fond les ballons, c'est intradiégétique. Donc j'aurais voulu que ce soit un peu plus intégré à l'histoire. Bon, ce n'est pas non plus ouf, ça ne bousille pas complètement la lecture, mais voilà, si on devait trouver un défaut à la lecture de l'univers. Voilà. Deuxième chose, il y a pas mal d'informations. Au début, je me suis dit, oulala, mais au final, c'est assez bien distillé. On comprend. Voilà, donc le début un peu, voilà, il est un peu condensé, mais ça se développe au fil du temps. Donc, c'est un petit défaut. C'est vraiment un petit défaut qui se guérit, enfin, se règle vers la fin. Donc, pas de souci. Troisième point noir, et vraiment là, je vais spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, allez directement au timecode indiqué. Voilà, vous êtes parti. Voilà. L'histoire se concentre finalement assez peu sur les enfants. En fait, on va avoir un développement d'histoire qui reste autour des enfants, mais on rentre très peu sur les enfants. Et c'est dommage. Voilà. Les trois, ils sont là. Ils sont presque prétexte. Ah, mais l'histoire ne se centre pas sur eux, malheureusement. On n'a pas vraiment on n'a pas leur histoire à eux. Voilà. Alors j'imagine qu'après le tome 3, évidemment, c'est leur histoire à eux qui va débuter et on va avoir tout le développement, tout à fait logique. Même pour l'instant, voilà, c'est un peu le reproche que j'aurais à faire. C'est dommage qu'à la fin, on a l'impression qu'on ne sait pas plus que les quelques premières pages sur les enfants. Mais par contre, sur les autres personnages, c'est pépite. Voilà, c'est pépite. Fin de la zone spoil. Alors, pour ce qui est du dessin, le dessin, il est super. Franchement, il est très très bien. Bon, on est sur une vibes années 90-2000, que ce soit manga ou comics. Il mixe un peu les deux. Hein, on a des traits manga et des traits comics, même si on va rester quand même plus sur un trait comics. Au niveau du découpage, on est évidemment sur un découpage manga. Aujourd'hui, la plupart des œuvres tendent plutôt à avoir un découpage manga, avec un découpage temporel où on va passer d'action en action, on va rallonger l'action pour voir tous les points de vue, plutôt que dans un découpage BD où on va être action A, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui tendent hein, à se généraliser. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. On a beaucoup d'ancrage, on a des speedlines, etc. C'est pas mal fait, franchement. La qualité est très très belle, la qualité de dessin est très 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 propre. Hein. On arrive très bien à comprendre parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas faciles à faire. Par exemple, il y a des arbres qui sont faits en eau ou en glace. On arrive à comprendre directement qu'est-ce qui est fait en eau, qu'est-ce qui est fait en glace, etc. Les actions sont lisibles. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire. Bon, voilà, il y a toujours un petit peu, surtout sous les premiers tomes, mais c'est normal sur les premiers tomes qu'il y ait quelques petits, voilà. Mais en plus, quand j'ai vu les dernières pages du tome 3, j'ai fait ah ouais, on arrive là-dessus, quoi. Quand on voit ce qu'il arrive à faire avec justement la végétation. Parce que oui, on n'est que dans du désert. Hein. Les 3 premiers tomes, c'est du désert, cherchez pas. Hein. Alors effectivement, on a les souvenirs qui nous donnent des petits bâtiments, etc. Mais rien de fou. Par contre, c'est vrai que les dernières pages, même la dernière page d'ailleurs du tome 3, ça annonce du très très lourd pour la suite. Pour ce qui est des reproches maintenant, moi j'ai vraiment un reproche qui m'a un peu... Bon, en relisant, je me suis dit que c'était pas si ouf que ça, mais quand j'ai fini directement la lecture, c'était une technique qu'on trouve au tome 3. Il y a certaines techniques, j'aurais plus aimé qu'elles aient une présence, un vrai impact visuel fort. Des fois, elles durent que 3 ou 4 cases et je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont tellement surpuissantes qu'elles auraient pu durer beaucoup plus et que graphiquement, il y aurait pu avoir des choses beaucoup plus tape à l'œil, quoi. Alors, c'est évidemment, j'imagine, un choix artistique de ne pas mettre des choses tape à l'œil. Et c'est vrai que quand on voit dans certains mangas des cercles d'invocation dans tous les sens, ça fait... c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que là, j'aurais aimé quand même un petit peu plus de grandiose, un petit peu plus de grandiose au niveau graphique uniquement, au niveau du dessin. Mais sinon, la compréhension et tout ça, franchement, ça reste top. Donc voilà, c'est un défaut. On verra pour la suite, on verra s'il y a d'autres capacités qui sont peut-être un peu plus grandioses. C'est vrai que de toute façon, le personnage qui utilise ces capacités, qui est donc le grand-père des 3 petits,
Bon, c'est un mec simple, donc je comprends que peut-être ces techniques, peut-être c'est un choix de se dire, la technique, elle ne va pas envoyer visuellement du steak de ouf. Voilà, je peux comprendre. Bon, pour ce qui est du produit, je les ai là, donc du coup, les tomes. Ils sont beaucoup plus... En fait, ils sont entre la BD et le manga. Ils sont plus grands qu'un manga, par exemple. Si on regarde par rapport à Chainsaw Man, hop. Ils sont beaucoup plus grands, mais ils sont aussi moins épais. Voilà. On regarde au niveau des tranches. Boum. Si on regarde par exemple par rapport à une BD, c'est plus petit. Donc c'est entre la BD et le manga. Et bon, là c'est une grosse BD. C'est épais, mais normalement une BD, c'est à peu près de cette épaisseur-là. Alors évidemment, on n'a pas non plus la couverture épaisse d'une BD. Donc vraiment, dans un mix comme ça, là, ça se lit de droite à gauche, de gauche à droite plutôt, en sens français, hein, voilà, comme ça. Et du coup, ça me rappelle beaucoup plus ce qu'avait fait The Last Kamit avec son afro-manga. Voilà. Ils sont quand même assez similaires au niveau des tailles. Hop. Voilà. Au niveau des épaisseurs, c'est aussi à peu près pareil. Et donc, du coup, il y a quand même... Alors, The Last Kamit, évidemment, on se rapproche plus d'un comics parce que l'intérieur est colorisé. Alors, coloré, donc on a de la couleur. Alors que là, c'est en noir et blanc. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a une espèce de format qui, du coup, se dégage de tous ces afro-mangas, afro-comics, Kemti, etc. etc. Niveau qualité, hein, on a une très très bonne qualité. Hein, on a voilà, un petit peu... je ne vous avais pas montré. Bon, on a une très très bonne qualité de papier. Le papier est épais, il est légèrement... glacé, un peu comme ce qu'on peut avoir dans des comics, etc. La couverture est épaisse et elle est fixe, hein, contrairement par exemple, encore une fois, à un manga où on a une couverture couleur mais qui est détachable. Et voilà, on a vraiment un très très beau produit. C'est du Made in France, il a été imprimé en France. Donc du coup, c'est un produit qui est de haute qualité. Donc du coup, voilà, vous pouvez aller les yeux fermés puisqu'on a quelque chose qui est vraiment, vraiment... L'auteur a pris soin de pouvoir avoir un produit qui soit au niveau, en tout cas, de ce qu'on aimerait avoir en France comme qualité de produit, puisqu'on n'a pas une publication aussi intense que les Japonais, qui peuvent donc se permettre d'avoir quelque chose un peu moins bonne qualité, vu qu'il y en a beaucoup. Donc maintenant, la question, comment se procurer ce Kemti, comment se procurer cette œuvre? Eh bien, c'est assez simple. Il est disponible en dématérialisé sur Amazon ou alors, maintenant, depuis peu, il y a le site internet de La Planète Taku et on va dire que quand vous allez dessus, Utip va servir un petit peu de marketplace, c'est-à-dire que vous allez payer sur Utip, mais voilà, vous accédez directement sur le site web de La Planète Taku. C'est quand même assez intéressant comme procédé et on va s'arrêter 2 minutes là-dessus sur ce mode de distribution, de production, puisque l'auteur ne fait pas de distribution à l'année, hein, ne printe pas à l'année. En général, il fait un crowdfunding qui permet ensuite d'avoir les prints. La crowdfunding ne paye que les prints, pas la production. Ensuite, il faut évidemment donner les prints à ceux qui ont participé au crowdfunding. Ceux qu'on arrive à dégager comme volume tiré vont se retrouver sur la marketplace, donc maintenant Utip. Et ensuite, à l'année, vous allez pouvoir prendre cela, mais le stock est fixe. Et souvent, c'est en été. Donc du coup, il fait le crowdfunding et ensuite, les prints sont envoyés en été. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous chaque été, un tome, à peu près. C'est un fonctionnement intéressant puisqu'on va avoir un rendez-vous annuel. Alors certes, c'est pas mensuel comme dans les mangas. De toute façon, c'est très peu possible. Hein. Même les plus gros, à part les Dofus, donc de chez Okama et du coup, évidemment Radiant aussi de chez Ankama, où on peut avoir voilà, tous les 2 mois. Enfin, tous les 3 mois, c'est très compliqué. Même un Dreamland, on l'a une fois l'an. Donc voilà, ça reste un rendez-vous du coup annuel pour pouvoir les avoir. Mais bon, on peut les acheter sur le site s'il y en a, mais c'est juste que les stocks sont réduits. Pour avoir discuté un petit peu avec l'auteur, donc TND, donc Thierry Dupré, c'est quelque chose c'est une volonté effectivement économique, puisque voilà, c'est plus compliqué d'envoyer de la Guyane, tout ça, etc. C'est plus simple d'avoir quelque chose à un moment donné, sachant qu'en plus, ils vont pas mal à la Japan Expo, puisqu'il y a souvent la Japan Expo. Néanmoins, ça donne une petite idée, ça donne une petite marche à suivre. On peut y réfléchir à des choses qui soient beaucoup plus annuelles. On met, du coup, on a le processus de production qui peut être documenté pendant l'année, et ensuite,
tadam, le résultat qui est présent en été. Donc c'est pas complètement inintéressant, même si c'est surtout des contraintes de production qui l'obligent à fonctionner comme ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, comme j'ai dit précédemment, ça ne paye que le print. Donc, à voir si ça réussit à grossir, hein, donc allez acheter les tomes pour qu'ils puissent avoir encore plus, que ça puisse grossir, que sa notoriété puisse grossir et que enfin les crowdfunding puissent payer aussi la production. Comme ça, on aura peut-être des prints, peut-être pas à l'année, mais tous les trimestres ou quelque chose comme ça pourrait être intéressant de voir ça. En tout cas, vous avez à l'heure actuelle disponible, puisque là on est encore en été, je pense qu'il doit rester quelques tomes, tous les tomes, jusqu'au tome 4. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais on va parler du tome 4. Le tome 4, qui est ici, ne raconte pas la suite du tome 3. J'en ai pas parlé exprès parce qu'il ne raconte pas la suite du tome 3. C'est un tome, on va dire, bonus. Hein, c'est un tome qui raconte l'histoire de Taji, l'enfant du désert, puisqu'à la base, ça devait être un dessin animé. Hein, il a écrit un roman qui devait servir pour créer un dessin animé, donc Taji du désert, qui est une espèce de préquel de la planète Taku. Donc en fait, là, on a ce préquel, justement, de la planète Taku, qui est disponible juste là, mais ce n'est pas le tome 4. Et c'est un peu mon reproche. C'est-à-dire qu'on voit le tome, on se dit, bah, c'est la suite. Voilà, en plus, vu le cliffhanger qu'il y a en tome 3, on se dit, mince, c'est la suite du tome. Alors, pas du tout. Donc, c'est un tome qui a été fait un peu avant. Donc, c'est vrai qu'on a, par exemple, une qualité peut-être un peu moins bien que ce qu'on a sur, du coup, l'histoire de la planète Taku. C'est assez intéressant, hein. Par contre, effectivement, le préquel, il le dit au début. En plus, moi, j'ai une petite dédicace parce que j'ai participé au crowdfunding. Donc, du coup, il le dit au début. Il dit, voilà, c'est un préquel, mais c'est super important pour la suite de l'histoire. Donc, il nous dit que, voilà, ce qu'il y a là-dedans, c'est effectivement important pour la suite de l'histoire. Mais malheureusement, je ne l'aurais pas appelé le tome 4, j'aurais appelé Taji. Il y a marqué en plus Taji. Taji, l'enfant du désert. Donc, j'aurais marqué Taji, l'enfant du désert, plutôt que la planète Taku. En fait, j'aurais juste fait ça. Comme ça, au moins, on sait que c'est un préquel. On sait que, en tout cas, même si c'est dans le même univers, on sait que c'est pas pareil. Par contre, au niveau de l'histoire, c'est très intéressant parce qu'on a effectivement la base. On a beaucoup de choses, une fois qu'on a lu les 3 tomes, on a beaucoup de choses qui sont reprises là. On comprend d'où ça vient. Et surtout, il y a une vibes Kirikou en plus stylé. Franchement, Kirikou sous stéroïde de style. Voilà. Franchement, il y a une petite vibe, parce qu'à la fin, pareil que Kirikou, bon, je vais pas vous spoiler. Non, bon, vous avez compris, vous avez déjà vu Kirikou, vous savez ce qui se passe à la fin. Voilà. Il se passe à peu près la même chose. C'est stylé. Franchement, j'ai lu l'histoire et tout ça. C'est un one-shot qui se lit assez bien, assez rapidement. Et il y a un petit délire. Voilà. Il y a des trucs intéressants. Mais encore une fois, je ne l'aurais pas appelé la planète Taku. Donc c'est fini pour cette fameuse, ce petit secret, ce petit spécial tome 4. Pour finir, c'est un Kempty extrêmement intéressant. Déjà, premièrement, on a les 3 tomes, enfin 4 tomes du coup, mais 3 tomes, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est sur des œuvres afro, voilà, dans cette vibes-là. En général, on a 1 tome, 2 tomes d'effroi, mais voilà, souvent, là, on a 3 tomes. On sait que l'auteur va poursuivre, parce qu'il est en auto-édition, donc on sait qu'il va poursuivre son œuvre. On a, en plus, là, j'ai reçu la version remasterisée, hein, on a une nouvelle version, hein. Les prints sont de meilleure qualité, il a refait un petit peu les couvertures, etc. Il y a un changement de typo. Donc, on a vraiment une très belle évolution de l'œuvre. On a une œuvre qui est de qualité, hein, 100% français, comme je l'ai déjà dit. Donc vraiment, allez le suivre parce que c'est une œuvre qui ne va pas se terminer d'elle-même parce qu'elle est en auto-édition et que son auteur compte continuer à poursuivre l'histoire. Donc on est quand même assez rassuré là-dessus. On ne va pas s'arrêter au tome 4 ou voilà comme certains. On va continuer. On verra jusqu'où ça va. Mais évidemment, si vous n'achetez pas, ça va être plus compliqué d'avoir la suite. Donc en tout cas, allez voir ce tome, il est très intéressant. L'histoire est stylée avec vraiment une profondeur, une recherche. Il a vraiment recherché tout ce qu'il y a. Rien qu'à voir, hein, pour aller chercher le Jokan, faut y aller. Un star martial là, guyanais, fallait, voilà, faut connaître quand même, faut creuser. Il est même allé d'ailleurs en Guyane pour pouvoir justement rencontrer le créateur de Jokan. Donc c'est pour dire à quel point l'auteur est motivé. Donc voilà, on attend le tome 4 en espérant en 2022. C'est sur ça les Sama que je vous laisse. Je vous invite à poursuivre votre aventure dans le monde de la geekerie avec les vidéos juste là. Si tu veux continuer à parler de la planète Taku, rejoins-moi en commentaire. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo mercredi et dimanche. Allez, à plus tard.